dans la paracha Vayetse. Il faut donner l'année parce que je ne sais pas si ça va continuer pendant plusieurs années pour qu'on puisse se repérer. 5776. Donc, on raconte les naissances des différentes tribus. Perek Lamed, Pasuk Tet. Vatere Léa qui amda miledet, vatikach et zilpa shifrata vatiten ota le Yaakov l'isha. Léa, ayant vu qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna à Yaakov pour femme. Vatelet Zilpa shifrat Léa le Yaakov ben. Zilpa enfanta, servante de Léa, enfanta un fils pour Yaakov. Vatomer Léa Bagad, Vatikrat Shemo Gad. Léa dit Bagad, c'est pas très original hein, comme façon de. Gad est arrivé, elle a place son fils Gad. On peut dire Naphtali est arrivé, Naphtali va. Elle a place son fils Naphtali, mais comme c'était Gad qui était arrivé, alors il l'appela Gad. On reviendra. Va-t-elle Zilpa Shifrat Léa ben Sheni le Yaakov. Zilpa, servante de Léa, enfanta d'un deuxième fils pour Yaakov. Atomer Léa. Léa déclara Bo'oshri ki ishruni banot vatikrat shemo asher. Léa déclara dans mon bonheur ou pour mon bonheur que je suis comblé de filles par les filles. Elle appela son nom Asher. Alors, donc c'est l'épisode où, après avoir successivement mis au monde de 4 garçons, Léa voit qu'elle s'arrête, et pour continuer à avoir des enfants, bon, il y a d'abord l'exemple de Rachel qui ne pouvant avoir d'enfants a donné sa servante Bila. Elle a eu 2 enfants de Yaakov, et Léa, voyant qu'elle s'arrêtait d'avoir des enfants, a pris sa servante, l'a donnée à son mari comme femme, et elle a accouché successivement de 2 enfants, un qui s'appellera Gad et le suivant qui s'appelle Asher. Il y a une difficulté au niveau du texte. Va Tomer Léa Bagad, Vatikrat Shemo Gad, c'est que le texte s'écrit Bagad Bet Gimel Dalet. Bagad, Boged, c'est trahison. C'est écrit comme ça dans la Torah, Bet Gimel Dalet. Mais on le lit à la Torah Bagad. Gad est arrivé. C'est un peu bizarre que ça veut dire Gad est arrivé. C'est quoi Gad? Alors il a appelé Gad. Oui, mais c'est quoi Gad? Alors regardons Rashi qui essaye de faire son chemin dans cette façon d'écrire qui ne se lit pas comme ça. Oui, Rashi. Bagad. Ba Mazal Tov. Gad, ça veut dire Mazal Tov. Un bon Mazal est arrivé. Que mot Gad Gdiv Sanuklo. C'est mon Mazal qui est arrivé et il n'est pas fatigué. Le Domelo Haorchim le Gad Shulchan. Dans le même sens, apparemment, ceux qui, pour le Mazal de Gad, disposent leur table, c'est les idolâtres. Bon. Au Midrash Agada, et le Midrash dit Shenolad Maoul, que le mot de Gad, dont la première acception par Rashi, c'est-à-dire Mazal, Mazal Tov, comme le traduit Jonathan Benouziel, comment on peut justifier Gad, Shenolad Maoul, comme mot Goudou Ilana, c'est coupé. Il est né coupé, il est né avec la Mila. Il est né avec la Mila. Velo yadati alman ichtav teva achat. Mais avec ces 2 traductions que propose Rashi, soit Gad voulant dire un bon mazal, soit Gad signifierait
il est né circoncis, coupé. On ne voit pas, dit Rashi, comment ça justifie Bagad écrit en un seul mot. Begida, trahison. Ça n'a rien à faire. C'est le mot Bagad. Gad est arrivé. Tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire Gad. Mazal Tov. Il est né Maoul. Donc Rashi est obligé de donner un pshat, une explication qui va tenir compte de l'écriture de Bagad trahison. Davar acher, lama nikret teva achat. Pourquoi ça se dit en un mot? Bagad. Que mot bagadta, tu as trahi. Qui que shebata, bagad tabi, que shebata et shifrati. Tu m'as trahi quand tu allais avec ma servante. Que ish et bagad be'eshet nourim, comme un homme qui aurait trahi la femme de sa jeunesse. Léa était la femme de la jeunesse relative de Yaakov, enfin c'est sa première femme, et maintenant, ben voilà, il en a une autre, comme ça, comme si il a floué sa première, quoi, il a laissé tomber sa première. Voilà. Alors, il y a évidemment des difficultés dans ce Rashi, évidemment. J'en ai dénombré 4. 1. Dans un premier sens, Rashi dit Gad, ça veut dire un bon mazal, mazal tov. Rashi va apporter d'autres explications, et puis ça devient boged, trahison. Vous savez, on peut jouer sur les mots, mais il y a des limites. Il y a des limites dans les règles du jeu. On ne peut pas, dans une première traduction, dire « Ah, c'est super, ce gosse, on se frotte les mains », pour dire « Oui, mais Beged, ça s'appelle une trahison, c'est écrit en un mot, c'est une trahison, tu m'as trompé avec... Enfin, il ne faut pas exagérer. Je veux dire, donne une autre traduction, mais pas une traduction qui, à ce point, s'oppose au sens que tu me donnes au sens que tu me donnes au début. C'était finalement un bonheur ou un malheur que ce gosse? Bon, tiens pas. Ensuite, je trouve un petit peu exagéré, pour dire les choses gentiment, cette façon de Léa qui parle de tromperie. Oh, ça tout, elle a été trompée, ça y est, on a passé quelqu'un d'autre. Attends une seconde. Dans le début de la paracha, s'il y a quelqu'un qui a bien trompé ou qui participait à une escroquerie, c'était bien Léa. Elle a toutes les raisons du monde, elle a toutes les excuses, les justifications, tout ce que vous voulez. Mais s'il y a quelqu'un qui trompe et qui devrait un tout petit peu avoir de la pudeur de ne pas parler de tromperie, je dirais bien, c'est bien Léa. Parce que de la tromperie, ben, elle s'y connaît. Ramaïta, Baramaïta, comme Tosot il appelle, quand il passait la nuit avec Léa, et il croyait que c'était Rachel, mais il se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui... Il dit, c'est toi Rachel? C'est toi, oui, c'est toi Rachel, jusqu'au matin, Vaïba Boker, Veine Léa. Le matin, il la voit au grand jour, il dit, mais attends, mais c'est Léa. Alors il dit, mais Ramaïta, Baramaïta, tu es une trompeuse, fille d'un trompeur. Ton père c'est un saleté, et toi tu participes. Bon. Alors, parler de tromperie, je veux dire, un peu de pudeur. De plus, et encore plus, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de tu m'as trompé, tu as trompé la femme de ta jeunesse? Mais enfin, il semblerait que le texte il dise, vous l'avez lu comme moi, enfin entendu, va terrer les hakim d'amiledet, elle a vu qu'elle n'arrivait plus à avoir un enfant, va t'ikachet zilpa shifrata, va t'itenotali yaakov isha. C'est elle qui a pris, zilpa, qu'elle n'avait pas pleurniché derrière. Elle va pleurer, mais c'est une tromperie, tu as trompé la femme de jeunesse. Mais enfin, une seconde. Qui est-ce qui a passé zilpa à Yaakov? Ben, c'est Léa. Il ne va pas commencer après, il dit ah ben c'est quand même dégoûtant. Hein. Quoi, il aurait dû dire non, c'est une tactique un peu féminine comme ça, il lui glisse une peau de banane, c'est pas un truc, tu vois, espèce de truc comme ça, je te file comme ça rien que pour te tester. La rigolade, c'est idiot, on n'est pas au ras des pâquerettes là ici. Hein? Enfin, si Gad était tellement, c'est une telle catastrophe d'avoir des enfants d'une autre que de Léa,
comprends pas. Va-t-elle dit pas Shifrat Léa ben Sheni le Yaakov. Ensuite, après Gad, il y en a eu un autre. Va Tomer la Boshri qui Shruni Banot. Va Tikra Shobo Asher. Mesod. Elle est tombée sur Mesod. Ah, le bonheur total. Ah là là, quel truc. Ah, le bonheur, il l'a appelé Asher. Asher, c'est Mesod, quoi. C'est Félix en français. En latin. Alors, je comprends pas. Sur le précédent, c'est une trahison, et le suivant, ça devient le bonheur. Je suis comblé. Il me comble celui-là. Et le précédent, qu'est-ce qu'il a quoi? C'est une trahison, et maintenant tu es déjà comblé. Donc, voilà. Je redis les questions qu'on va laisser de côté après, mais pour le moment. J'ai insisté sur 4 choses, 4 points qui m'ont semblé curieux. Comment est-ce que tu peux, dans un premier temps, traiter Gad de Mazal Tov, pour, dans un deuxième pshat, derrière, venir, avec toutes les raisons du texte et tout ce que tu veux, donner un sens tellement contraire à cela, qui s'appellerait trahison. Hein, on ne peut pas, dans un premier sens, c'est le bonheur, Mazal Tov, et le deuxième, ça devient une trahison, ça ne marche pas bien ensemble. Deuxièmement, je trouve qu'un enfant, il porte comme ça, le signe comme ça de la trahison. Je trouvais Léa, elle devrait avoir de la pudeur, que ce soit Rachel qui fasse une chose de ce genre-là. Elle a été trompée. Mais Léa a son corps défendant, mais elle a aussi participé à une belle tromperie, alors qu'elle devrait un peu se taire, être discrète un peu sur le sujet. Ensuite, je ne vois pas du tout de quoi elle se plaint d'une trahison. C'est elle qui a donné, cette servante à son mari pour qu'il ait des enfants. Alors il n'y a pas de trahison là-dedans. Et enfin, que si c'était tellement une trahison avec ce Gad, alors comment c'est que le prochain, ça devient le bonheur? Ça ne tient pas. Voilà. Donc c'est, si vous voulez, c'est le problème qui sont posés en début de cours, et on va passer à autre chose avant d'essayer de répondre à ces différentes questions. Là. Si vous réfléchissez à la tromperie, où est-ce qu'il y a une tromperie? Où est-ce qu'on peut souligner qu'il y a une tromperie parmi les 12 enfants? Rouven, très bien. Rouven, c'est la tromperie. Hein, c'est vraiment que Yaakov attendait Rachel, on lui a fourgué Léa. Ouais, s'il y a une tromperie, c'est bien celle-là. Un deuxième enfant sur lequel il y a tromperie, ben c'est Gad. C'est bien Gad. Dites-moi, ça ne fait pas tilt dans votre tête quand je dis il y a la tromperie et la tromperie de la tromperie. Rouven, c'est la tromperie. C'est l'enfant avec lequel Léa a trompé, c'est l'enfant, le résultat de la tromperie de Yaakov par Léa. Et s'il y a une tromperie derrière, c'est que Léa, à son tour, elle a été trompée. Enfin, elle a dit Bagata Beshet Neurav, tu es comme un homme qui trompe, qui trahit sa femme, la femme de sa jeunesse, la femme de sa vie. Ouais. Le trompeur, à son tour, est trompé. Mais dites-moi, Rouven et Gad, ça vous dit quelque chose, ce couple? Comment? Rouven et Gad. Oh, mais voilà, Rouven et Gad, c'est des tribus qui travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, ou Miknerav Haya le Rouven, le Elivne Gad Atsumod. Or, après, quand les Bnei Israël rentrent en Eretz, quand ils rentrent en Eretz, le texte déclare que Rouven avait beaucoup de troupeaux et Gad Atsumod énormément, encore beaucoup plus. Et c'est ça ce qui a fait qu'ils ont commencé à s'intéresser à ne pas rentrer en Eretz. Puisque l'épisode de la rentrée en Eretz, ça commence par l'antichambre d'Eretz, ça a été la conquête des terres de Sichon et de Og. Oui. Or, c'était des terres
avec beaucoup de pâturage. Ce que voyant, ceux qui possédaient le plus de troupeaux, ou qui en faisaient le plus cas, Rouven et Gad, et ils ont dit, ah ben ça c'est ça c'est Hachem qui nous envoie ça. On reste ici. On reste ici. D'accord? Ça leur sera suffisamment reproché d'une certaine façon. Et c'est Rouven et Gad qui se trouvent là-dedans. La demi-tribu de Menaché, elle est venue beaucoup plus tard dans l'histoire. Elle s'est mise là-dedans, peut-être. Il y a des commentateurs qui expliquent que dans la tribu de Menaché est une tribu qui tient beaucoup à Eretz. C'est Tzlofrod, il est de Menaché, les filles de Tzlofrod. Même les filles qui ne sont pas concernées de prime abord par la terre, ouais, elles tenaient tellement à aller en Eretz, elles voulaient absolument une part en Eretz. Donc chez Menaché, il y a un très grand lien avec Eretz Israël, et donc ce serait un moyen, si vous voulez, de maintenir un lien. Il ferait la charnière entre la moitié de la tribu en Eretz et l'autre moitié en Chutz La'aretz. Comme si on dit que pour maintenir solide le lien entre Eretz et Chutz La'aretz, alors on prend une tribu qui est très ancrée en Eretz et on en met la moitié dehors et la moitié dedans. Il y a peut-être d'autres pshatim, il y en a sûrement. Ça ne me dit rien a priori les autres pshatim. Quoi qu'il en soit, Menaché n'intervient pas dans le débat. Menaché, il viendra beaucoup plus tard, cette demi-tribu qui restera. Donc, les tribus qu'on a devant nous, c'est Reuven et Gad. Donc, il se trouve que ici, Reuven et Gad, qui sont liés dans la tromperie, qui ont affaire avec la tromperie, se trouvent comme par hasard, donc il ne doit pas en être un, ils se trouvent de l'autre côté du Jourdain. Ils refusent d'entrer en Eretz, ou ils demandent à ne pas rentrer en Eretz. D'accord? C'est un premier lien qu'on a entre eux. D'accord? Il y a encore un autre lien entre Rouven et Gad. Il y a quoi ça, faut quoi? Non. Des aînés. Comment? Des aînés. C'est des aînés, très bien. C'est des aînés, très bien. Mais Dan, il ne serait pas aîné quelque part? Dan qui est du côté de Léa, mais c'est vrai que du côté de Léa, il y aurait deux aînés. Ça veut dire Léa a comme aîné Reuven, et elle a comme aîné de sa servante, ce serait Gad. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a une Gemara dans Sota Yud Gimel qui dit la chose suivante. S'il y a quelque chose que vous ne saisissez pas, hein, n'hésitez pas. On est enregistré, alors faites attention. Hein, c'est pas comme le Shabbat matin. Le Shabbat matin, vous faites jeter si vous dites une question qui a l'heure de déplaire au patron, mais là, c'est enregistré. Alors faites attention, dites pas de bêtises. J'essaie de ne pas en dire. Yud Gimel Amud Bet dans Sota. Hechan Moshe met. Où est-ce que Moshe est mort? Bechelko shel Reuven, dans la tribu de Reuven. Dirtiv, Vayal Moshe me'arvot Moav el har Nevo. Moshe, donc au moment de disparaître, il vient des plaines de Moab sur le mont Nebo. Ou Nevo Bechelko shel Reuven Kaima. Or Nevo, c'est un endroit qui appartient à la tribu de Reuven, Dirtiv, ou Bene Reuven, Banou, etc. Bet Nevo. C'est une des villes qu'ils ont récupérées. Vechan Moshe Kavour. Et où est-ce que Moshe est enterré? Bechelko shel Gad, dans la partie de Gad. Dirtiv, Vaya Reshitlo, etc. Que Kisham Chelkat Mechoket Safoun. Il a vu, pour lui, alors il y a deux lectures classiques. Gad a vu pour lui de se prendre le réchit, le
qu'est-ce que c'est? Le principe, Réchit, comment est-ce que vous traduisez Réchit? Prémisse, très bien, oui, prémisse. Il a vu les prémices pour lui, car là-bas, Chelkat Moshe Safoun, la part de Moshe était, Mechokek, du législateur, était enterrée. Que ici, on a une autre vision que les troupeaux, a priori tout à fait une autre histoire, et ça c'est une des difficultés dans la paracha de Matot. Matot raconte justement l'accès des tribus en Eretz, après les victoires contre Og, Sihon et Og, qui avaient beaucoup de troupeaux, il y avait plein de pâturages là-bas. Hein. Bon, mais il y avait plein de pâturages, et en parlant de ça, alors, il y a une lecture de la Torah, si vous voulez, une lecture de la Torah, ils ont vu l'endroit, et puis ils disent, ah, ça c'est dans Mikné, hein. C'est comme ça que la Torah a rapporté la chose. Et des troupeaux nombreux appartenaient à la tribu de Rouven, et à la tribu de Gad, énormément. Ils ont vu cette terre de Yazer et Gilad, or l'endroit était un endroit pour pâturage. Vayavo bene Gad bene Rouven, vayomro el Moshe vel Elazar HaKohen, Nisha et Lemar, Itrot venivod veyazer venivod, etc., etc. Haaretz asherika Hashem lifnei adat Israël, Eretz miknehi valavedecha mikne. Ils l'ont dit comme ça. Vous savez, il y a des spécialistes pour arriver à décrypter là, la main du ciel. Eux, ils ont vu ça. Ils regardent, c'est des terres de troupeaux, nous on a des troupeaux. À bon entendeur, salut. Ouais, c'est des terres de troupeaux, nous on a des troupeaux. Oh, c'est pour nous. C'est la seule fois où dans leur histoire, ils vont dire la terre qu'Hachem a, Asherika Hachem. Ils citent Hachem. À part ça, c'est eux les Balébatim. Oui, il y a comme ça un très gros procès qui est intenté à Gad et Rouven, mais ce n'est pas mon problème ce soir. Un très gros procès sur leur attachement aux troupeaux et sur leur façon de s'occuper plus des troupeaux que même de leur propre famille. Bon, ce sont des choses qui sont connues, c'est la culture générale, mais enfin, voilà. Quand vous lisez la Gemara ou vous lisez le Midrash, il y a tout à fait une autre façon d'apporter les choses. Ah, où est-ce qu'on est enterré? Moshe, il est enterré chez Rouven. Très bien. Il est mort. Il est mort chez Rouven. Où est-ce qu'il est enterré? Chez Gad. Or, Gad, pourquoi Gad il a voulu rester là-bas? Il voit que ça c'est l'endroit de Rouven, de Moshe. Il voit que pour lui les prémices, l'endroit où Moshe est enterré, c'est là-bas, il veut rester là-bas. C'est une autre façon de raconter l'histoire. Hein? Sur le plan de la chronologie. Et ils ont choisi cette part bien avant la mort de Moshe. Oui, peut-être. Tu sais, la chronologie. Oui, je sais. Hein, tu sais, la chronologie, Moshe, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a Comment? du serment, c'est passé par Moshe à ce moment-là. Oui. C'est moyennement vrai. Le plan de la chronologie avec Moshe, c'est un petit peu compliqué parce qu'il était déjà condamné. Il était déjà condamné bien avant de mourir, quoi. Il était condamné à mort avant que de mourir. Bon, alors, il était condamné à ne pas rentrer en Eretz. Et eux, ils voient ça, c'est ça ce qu'ils voient là-bas. A priori, on dit, bah, ces deux séries qui sont totalement indépendantes. Oui, il y a l'histoire de voir les moutons. Ah, il y a des moutons, on a des moutons. Qui a des moutons? C'est nous les moutons, c'est pour nous. Ouais, très bien. Alors, ils les attrapent. L'autre histoire, c'est beaucoup plus subtil. Le dernier texte que je vous apporte, je crois que c'est le dernier, c'est le Midrash, à propos de l'enterrement de Moshe, qu'on oublie. Alors écoutez ça. Au début de Vaetranan, Moshe est en train de supplier à Hachem de revenir sur sa décision de le faire mourir sans rentrer en Eretz. Ouais. Alors, c'est le Midrash Rabat Varim Bet. Je lis d'abord le tête.
Kilo tavor et Yarden azé, tu ne traverseras pas ce Jourdain. Amarla Kodesh Baruch Hu Moshe, Hashem dit à Moshe, Imata, écoutez ça, Imata nikbarkan etzlan bischutra henbaim imcha. Si toi, Hachem, bon, ils ont parlé sur tous les tons. Il y a eu un grand débat entre Hachem et Moshe, enterré, pas enterré, est-ce qu'Hachem doit savoir pardonner ou pas. Bon. Mais Hachem va convaincre Moshe de l'intérêt qu'il soit enterré en Chutz Laaretz. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, le Moshe, Hachem s'adresse à Moshe. Imata nikbarkan etzlan. Si toi tu es enterré ici, bischutra en baim imcha. Ils reviendront avec toi. À la résurrection ou ce que vous voulez, ils reviendront avec toi. Amar Rabbi Levi dit, le Mahadavar Domé, à quoi ça ressemble? Le Echad, Shenit Pazru Maota Bemakom Fela, à quelqu'un qui a perdu des petites pièces dans un endroit mal éclairé. Amar, il s'est dit, Imomer Ani Heiru li she'akabetz maotai, en bria mashgachat alay. Si je leur demande de la lumière à tous les... Ils sont dans un convoi, ils sont en train de rouler. Voilà, ils avancent. Ouais. Conquête de l'Ouest. Ouais. C'est conquête de l'Ouest, hein, on va rentrer en Eretz. Alors, donc, ils vont rentrer en Eretz. Et dans cette conquête de l'Ouest, c'est le western. Ouais, le premier western de l'histoire. C'est aussi une histoire juive. Alors, le premier western de l'histoire, ils rentrent avec leur convoi. Et il y a quelqu'un qui égare des petites pièces de bronze, là, comme ça. Il se dit, pour moi ça compte, mais les autres, je vais leur demander, faites la lumière sur cette... approchez la lumière, faites une torche là pour éclairer, personne ne va m'écouter. Qu'est-ce qu'il fait? Maasa, qu'est-ce qu'il fait? Natal Zahu Vechad, Feishlich Betocham. Il prend une pièce d'or et il la jette parmi là, à l'endroit où devait y avoir les autres pièces. Veitrin Savar. Il commence à crier. Oh merde. Hirouli. Zaouvechadayali. On a falmi menikan. Il dit, mais il y a une pièce là. Il y a une pièce là. Il y a une pièce d'or. Il y a une pièce d'or. J'ai perdu. Hiroulo. Évidemment, une pièce d'or, ça intéresse tout le monde, quoi. Ouais. Tout le monde approche les lumières. Il s'approche les torches. Maasa. Qu'est-ce qu'il fait? Mishenata l'etasaouv, une fois qu'il récupère sa pièce en or, Amarem, Prayechem, just a minute, Hemtinuli, Shalaket et Tamaot, Victan. Il dit, attendez, tant que vous y êtes resté là une seconde, il y a encore des pièces là que j'ai perdues, et il profite pour ramasser les autres. Bisrut Azaouv, Nilkoto Amaot. Grâce à la pièce d'or, les piécettes ont été rassemblées. Kach amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, c'est ce que HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe. Im nikbar ata etzlam bamidbar, hem baim bischutra. Si toi tu acceptes d'être enterré en Chutz Laaretz, alors quand toi tu reviendras en Eretz, quand on te récupérera à la fin de l'histoire, eh bien tout cela ils viendront avec toi. Va'ad bab rosham shenemar, va'yareshitlo, etc. Va'yete rosheam. C'est la deuxième lecture de Moshe viendra à la tête du peuple. C'est un midrash que je trouve extraordinaire. Parce qu'il est en train de poser un problème intéressant. Vous voyez l'histoire, hein, ça a l'air très très simple. Moshe supplie Hachem de le laisser rentrer en Eretz. Laisse tomber, écoute, tu m'as promis, va, aie pitié, je voudrais tellement faire les mitzvot. Bon. Hachem lui dit, tu sais, reste ici enterré en Chutz Laaretz. Grâce à toi, les gens qui sont enterrés ici, ils reviendront. À quoi ça ressemble, dit Rabbi Lévi? À cette personne qui a égaré des piécettes, il voudrait bien les récupérer, mais les piécettes, ça n'intéresse pas grand monde. Ça l'intéresse lui, mais pas les autres. Mais le Baal Habayit, lui, celui qui les a perdus, il est lui intéressé. Alors il dit, eh bien, il prend une pièce d'or, il la jette là, prend Moshe Rabbeinu, il le fait mourir en Chutz Laaretz, et il dit, bah maintenant que Moshe vient, va y être Roshéam, il viendra à la tête du peuple, à Triat Hametim ou je ne sais pas quand.
En vérité, il y a un problème extrêmement intéressant qui est là derrière. C'est quoi? C'est cette histoire. Si Moshe il est enterré en Chutz La'aretz, les autres ils vont revivre. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? On a l'habitude, quand on réfléchit à l'histoire juive, au destin du peuple juif, à faire du destin juif une histoire, je dirais, judéo-juive. Une histoire bien emballée, bien ficelée, une histoire qui se déroule à Yerushalayim, la capitale éternelle du peuple juif, etc. Enfin, tout le monde connaît ça. Oui, une histoire, le problème, c'est de revenir tous en Eretz, Baruch Hashem, d'oublier toute notre galoute, d'oublier tous nos déboires de toute l'histoire, toutes les souffrances qu'on a connues. Baruch Hashem, maintenant on sera chez nous, et on sera chez nous pour faire ce qu'on a à faire en Eretz, de servir Hashem. Ça, c'est une vision qui est tellement centrée sur la lecture, une lecture très juive, je dirais israélienne, mais pas non, religieuse, quoi, sioniste, que l'enjeu, c'est d'arriver en Eretz. Tout ce qui a mené à ça, ça n'a pas d'importance. Le passé n'a pas d'importance. L'essentiel, Baruch Hashem, maintenant, on attend le Mashiach, et il n'y a que ça qui compte, et le jour où on arrive en... Mais tout le reste, c'est des détails de l'histoire. Si Moshe était enterré en Eretz, effectivement, l'histoire juive, elle se déroulerait dans un... On aurait tous les éléments en Eretz pour avoir une histoire qui se crée autour d'Eretz. Si un personnage aussi fabuleux que Moshe Rabbeinu est enterré en Chutz La'aretz, ça veut dire qu'il y a quelque chose à récupérer, il y a quelque chose de fondamental dans l'histoire juive qui est dû à cette histoire antérieure. La galoute n'est pas un détail qu'il faut vite oublier. La galoute, elle a transformé les juifs, elle a formé les juifs, et leur façon maintenant de rentrer en Eretz n'est pas la même que si on était des saints innocents qui rentrions directement en Eretz. C'est plus comme ça. Si toi, Moshe, toi la pièce d'or, ça veut dire une pièce fondamentale de l'histoire du peuple juif, si cette pièce-là, elle allait en Eretz, alors ça serait fichu. Ça veut dire, on dirait, mais ça y est, Eretz, qu'est-ce qui lui manque? Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. On dirait que l'histoire qui a précédé, bon, c'était bon, les déboires de l'histoire, mais il faut vite tourner la page et oublier toutes les souffrances du peuple juif. Mais cette souffrance, c'est bien fait pour eux, ou j'en sais rien, c'est eux qui l'ont mérité parce qu'ils ont désobéi, j'en sais rien, on écrirait une histoire, ce qu'on a envie d'écrire comme histoire. Mais là, ça y est, on aurait abouti à une histoire. Maintenant, les temps messianiques, tout commence maintenant. Mais si un élément aussi essentiel que Moshe Rabbeinu, il est enterré Afela. Afela, c'est l'obscurité. Vous comprenez bien. Pas à la lumière d'Eretz, dans l'obscurité de la galoute, dans l'histoire passée, cette histoire obscure, cette histoire de souffrance et de toutes les vicissitudes du peuple juif. Si dans cette histoire, un élément aussi essentiel que Moshe Rabbeinu est enterré en Chutz La'aretz, il y a une obligation de récupérer des choses qui en soi, on les aurait peut-être, c'était peut-être pas des pièces qui comptent pour le Balabait. Celui qui les a perdues, pour Akadosh Baruch Hu, il aurait beaucoup de peine d'avoir oublié toute l'histoire juive en cours de route. Mais si Moshe Rabbeinu, il arrive, il accepte d'être enterré dans l'obscurité, avant de rentrer en Eretz, il devient impossible d'écrire une histoire juive qui commencerait la post-histoire, qui commencerait l'histoire messianique, qui commence à Eretz, et puis Baruch Hashem, on est là, et tout le reste, ça a été, bon, on a cassé des œufs dans l'histoire, bon, il fallait obtenir Eretz. Vous voyez, c'est ça ce Midrash. Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que le débat qu'il y a là-dedans, il y a une vraie raison que Moshe soit enterré en Chutz La'aretz. Une raison extrêmement positive, c'est de réhabiliter le passé, l'histoire du peuple juif comme étant un élément du devenir du peuple juif. Sinon le peuple juif, ça serait devenu quoi? Un peuple qui aurait son temple
et sa capitale Yerushalayim, etc. Mais ça sera une histoire Cohen, Lévi, Israël, et puis une histoire là qui commence et qui finit par là, et puis voilà, on n'attendait que ce moment-là, et puis avant ça c'était tournons la page, c'est une page obscure, ça n'a pas d'intérêt. Alors que si on est en train de réintégrer grâce à Moshe Rabbeinu, de dire qu'il fait partie, que la grandeur de Moshe Rabbeinu, elle existe en Chutz La'aretz, si tu dis cela, ça veut dire que la dimension d'Eretz est autre chose qu'une histoire pur fruit, pur sucre. C'est pas une histoire simplement dans laquelle tu trouves en Eretz les éléments d'une histoire à partir de maintenant, le Beth Amikdash, Yerushalayim, Kdushat Haaretz, Kdushat ceci, Kdushat cela, ça devient une autre histoire. D'accord? Bien. Celui qui a donné l'exemple, l'illustration de cette... C'est, comment il s'appelle? Non, dans le Midrash. Le Midrash. Qui est-ce qui a parlé? Hein? Rabbi Lévi. Le Midrash précédent. Traite du même problème. C'est Moshe en train de pleurer Hachem et de le supplier, Ata Achilota, tu as commencé à nous faire entrer en Eretz. Tu veux pas? Laisse-moi aller, laisse-moi continuer, laisse-moi arriver. Amar Rabbi Lévi, le même. Amar le Fanav, Ribono shel Olam. Atzmotav shel Yosef nichnusu la'aretz, vani eini nichnas la'aretz. Yosef, tu as eu pitié de lui. De Yosef, tu as eu pitié. Alors quoi? Tu as eu pitié. Au moins ses ossements, il est mort en Égypte, soit. Mais au moins ses ossements ont mérité d'aboutir en Eretz. Vani eni nichnas la'aretz, c'est un des arguments. Et moi, tu me fais ça? Amar le Kodesh Baruch Hu, Hachem lui répond. Mi shehoda barzo, nikbar barzo. Ou mi shelohoda barzo, et non nikbar barzo. Celui qui a reconnu, qui a revendiqué cette terre, il sera enterré. Et celui qui ne l'a pas revendiqué, il n'y sera pas enterré. Yosef Dabarzo. Yosef, il a reconnu, il a revendiqué son appartenance. Minaïn. Gvirato Omeret, Reou Evilanu Ish Ivri, etc. Velo Kafar, Elagabé, Ganov Ginaftim Eretza Ivrim. Tout le temps, il est en train de proclamer, et tout le monde sait très bien quand on parle de lui, Yosef à Ivri, il est juif, il est juif, il est juif, il est juif. Il ne parle que cela, il dit j'étais volé des juifs et des hébreux. C'est l'hébreu. Ouais, Yosef l'hébreu. Et il se revendique hébreu, il est connu comme hébreu. Lui sera enterré en Eretz. Minaï, Shenemar, ou Nikbar Barzo, Shenemar, Vet Atzmot Yosef, Asher Eilu Meretz Mitzrayim, Kavru B'Shrem. Ouais, on l'a enterré à Shrem. Ata, Shelo Dita Be'artzecha, et Nata Nikbar Be'artzecha. Toi, tu n'as pas revendiqué Eretz. Tu ne seras pas enterré là-bas. Ketzad, Benot Yitro Omrot, Ish Mitzri Etzilenu Miyad Aroim, V'u Shomer V'Shotek. Les filles de Yitro parlent de lui. Un Égyptien nous a sauvés, ça t'a pas dérangé. Bon. Ah, tu revendiques pas. Ah, c'est pas tout. Alors, on peut le lire au premier niveau. C'est-à-dire, lire au premier niveau, c'est-à-dire. Ça, je ne sais pas si c'est un niveau. Alors, il y a un premier niveau de dire. Mida keneged mida. Vous savez, ça c'est le pont aux ânes, ça c'est la formule très pratique. Voilà. Il a revendiqué Eretz, il va enterrer en Eretz. Il n'a pas revendiqué Eretz, il n'est pas enterré en Eretz. On peut dire comme ça au niveau un peu de base, comme ça, un peu comme ça. On peut comprendre les choses un peu autrement. Yosef, son identité, elle passe par Ivri. Pourquoi est-ce qu'on revendique Eretz? Pourquoi? Mais c'est parce que ça le construit. Il vient de là-bas, c'est là-bas qu'il a ses attaches, c'est là qu'il a ses références. Il construit à partir de cela. Moshe Rabbeinu, pourquoi il ne revendique pas Eretz?
c'est pas qu'il ne demande pas de rentrer en Eretz, il n'arrête pas dans le début de Vaetranan de supplier sur tous les tons de rentrer en Eretz. Je veux rentrer en Eretz, je veux Eretz, je veux Eretz, pitié, laisse-moi, oublie ce que tu as décidé sur moi. Il veut rentrer, il veut rentrer, il veut rentrer. Mais Yosef, je dirais que Moshe, pourquoi il ne proteste pas quand on l'appelle qu'il est égyptien? Parce que ce n'est pas un personnage qui se construit d'une façon exclusive par rapport à Eretz. Moshe, c'est l'homme de Torah. La Torah Munachat de Keren Zavik, c'est ouvert à tout le monde. Il a épousé une convertie. Ça veut dire que c'est pas un homme de limite, c'est un homme qui est aussi large, international et grandiose que le monde, que la Torah. Donc chez Moshe, il n'y a rien de honteux d'être. Alors quand on me dit, oh, je suis français. Oh, je suis français, alors quoi? C'est très bien, la France, j'apprécie ce qu'il y a de bien en France. Ah, je suis juif aussi, c'est clair. Mais quelqu'un qui va dire, mais Guy, tu es un français? Je dis, oui, absolument. Je me reconnais là-dedans. Ça veut dire que Moshe, le fait de ne pas revendiquer, c'est sûr qu'il tient énormément à Eretz, mais c'est pas quelque chose il peut supporter d'être traité d'Égyptien ou de Français, parce qu'en vérité, sa personne, elle est une personne qui est large. Elle est formée à autre chose. Moshe, il n'est pas obligé de se nourrir que de Eretz. Moshe, il est Ish Mitzri aussi. Ça ne le dérange pas. Il a une culture, il a une double culture, il a un accès à autre chose. C'est la Torah. La Torah, elle est ouverte pour tous. D'accord? Donc, regardez bien. Rabbi Lévi, c'est le même Rabbi Lévi qui parle de cela. Mettez les deux choses ensemble et vous direz que qu'est-ce que ça veut dire cet enjeu que Moshe Rabbeinu est enterré en Chutz La'aretz? C'est la dimension de Torah. Il y a une dimension plus large que Eretz, c'est la dimension de Torah. Que Moshe Rabbeinu, c'est vrai quelque part, il se rend bien compte que sa réalisation passe par Eretz, il supplie de rentrer en Eretz parce qu'il se rend bien compte que la Torah a une place, accorde une place spéciale à Eretz, c'est privilégié, c'est sûr, mais ce n'est pas limité à Eretz. Le personnage de Moshe est plus là que ça. Et je dirais presque, parce que la Gemara, elle a quelque chose de difficile. Velo yada ish et kvurato. Personne ne connaît l'endroit où il est enterré, Moshe. Il est mort chez Rouven, il est enterré chez Gad. Velo yada ish et kvurato, et personne ne connaît le lieu de sa mort, de son enterrement, là où il est enterré. Alors, la Gemara, elle est folle, ça l'a saisi parfois des coups de folie. Il dit Afilu Moshe Rabbeinu atzmo lo yodea. Il ne sait pas où il est enterré. Bon, je veux dire, le seul qui sait où il est enterré, c'est le Rabbi de Lubavitch. Mais si on fait abstraction de ce personnage miraculeux, tu connais ça, la différence entre Moshe Rabbeinu et le Rabbi de Lubavitch? Je l'apprends. Tu l'apprends, c'est comme ça que ça se dit. On dit rien sur le Lubavitch, hein. Bien entendu. Bon, mais à part ça, si on peut dire quand même quelque chose. Alors on dit comme ça, Moshe Rabbeinu, tout le monde sait qu'il est mort, personne ne sait où il est enterré. Le Rabbi de Lubavitch, tout le monde sait où il est enterré, personne ne sait s'il est mort. Ouais, bon. Mais on sait sans... bon. Alors peut-être le Rabbi, il sait où il est. Oui, puisqu'il est sûrement pas mort. Enfin, je sais pas. Alors, lui, il peut savoir où est-ce qu'il est enterré. Moi aussi, je sais où il est enterré d'ailleurs. Mais Moshe ne sait pas où il est enterré. Peut-être ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne connaît même pas le lieu de sa grandeur, où il arrive. Où est-ce que Moshe arrive au moment de mourir? Même Moshe n'a pas conscience. Ça veut dire dans cette espèce de souffrance qu'il a de ne pas être enterré en Eretz, Moshe ne sait pas où il est enterré. Ça veut dire qu'il n'a pas conscience de la grandeur qu'il a, qu'il est large. C'est un personnage a des ressources tellement énormes que même lui-même n'a pas conscience des limites de ses ressources. Comme ça, j'aurais proposé comme chat. Bon, quoi qu'il en soit. Oui. Dans ce cadre-là, pourquoi c'est un enjeu d'être enterré à ce niveau-là? Oui. Pourquoi c'est un enjeu d'être enterré en Eretz? C'est un niveau de Torah énormissime. Oui. Il est enterré au Groenland. Justement, il n'y a pas de.
C'est quoi, c'est un morceau de terre? C'est quoi l'enjeu? Bon, je vais te dire, ça, c'est pas un problème, un débat que j'ai. Tu demanderas à Michel Grandjean quand il viendra, tu demanderas des trucs de genre là, mais c'est pas Non, moi. parce que justement, Non, vous moi, avez détaché le justement. côté Eretz du côté Torah. Donc maintenant, au niveau où il est, il n'y a pas besoin Bon, de... effectivement, je ne sais pas ce qui se passe une fois qu'on est mort. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe quand on est vivant. Quand on est mort, je sais encore beaucoup moins. Je sais pas, j'ai ça comme avec mon cher Rabbeinu, je ne sais pas où je suis enterré, je ne sais pas où ce que je suis. Mais même de mon vivant, ça c'est déjà différent. Bon. C'est même mieux justement qu'ils sont enterrés en Khutz Laaretz, parce que justement ça prouve qu'il y a une plus Ça c'est le grande- Midrash. c'est ce que Ça, vous c'est le dites, Midrash. donc Voilà, c'est- ça, oui, d'accord, non, mais tu es d'accord. Non, mais je veux dire, engagé, quel est l'intérêt d'être enterré en Égypte? Il y en C'était a un, problème. il y en a un. C'est sûr, c'est que Yaakov Avinu, il voulait être enterré, mais il n'y a pas le srar des Gilgoul, Ben Chilot, etc. Il ne voulait pas être enterré en Égypte. Une des raisons, parce que les gens qui sont enterrés à Khutz Laaretz, ils ont la souffrance de regagner Eretz. Bon, je ne sais pas, je ne rentre pas là-dedans, je ne peux pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a des enjeux, c'est clair. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Même Moshe Rabbeinu, il veut être enterré en Absolument, absolument. C'est Absolument. juste- Seulement, il Tout est le venu. monde doit chercher à être enterré, juste Moshe Rabbeinu, on l'a pas laissé. Oui, mais demande Michael, oui, mais d'accord, mais quel est l'enjeu d'être enterré ou pas? Bon, il est suffisamment grand pour que Moshe le revendique. Donc vous superposez les deux choses, que la raison pour laquelle Moshe n'est pas enterré en Eretz, en vérité, c'est pas seulement une punition, mais ça correspond à une dimension du personnage qui déborde une vision purement messianique, si vous voulez, où tout sera pur fruit, tout sucre, comme ça doit être. N'est-ce pas? Mais c'est ça ma question. Bon, d'accord, mais c'est Ça ce que l'aurait je voudrais étriqué dire. d'être enterré. Je dis pas, je dis que de toute façon, que chez lui d'être enterré en Khutz Laaretz, c'est comme de dire que la Torah elle est plus large. Quand tu dis par exemple que la Torah a de la place pour des guillemets. Qu'est-ce qui se passe? C'est des ombres, c'est des spectres, c'est des djinns. Shabbat, tout le monde vient en djinn. Alors, on se croit au Serge. Moshe Rabbeinu est enterré en Khutz Laaretz, c'est parce que la dimension de Moshe Rabbeinu arrive à englober une autre dimension que la dimension la plus élevée, que la dimension la plus, la plus pointue d'Eretz. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça, c'est la dimension de Torah. C'est pour ça que Moshe, par ailleurs, ne se reconnaît pas entièrement, bien qu'il aspire beaucoup à cela, mais lui-même n'a pas conscience comme une dimension encore plus grande que ça. Bien. Est-ce que ça rejoint le fait que Matan Torah ait lieu en Khutz Laaretz? C'est que la Torah, elle n'est pas marquée d'un endroit. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit. C'est l'homme du désert, c'est l'homme d'une femme convertie, c'est l'homme de Torah Munachat. Enfin, tout c'est le même. Tout c'est la même terminologie. Enfin, c'est dire de la même façon, de façon différente, tout le temps la même chose. Absolument, absolument. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que j'ai dit? Les Bnei Gad et Bnei Rouven, surtout les Bnei Gad, ils ont senti ces dimensions de Khutz Laaretz. Les Bnei Gad, ils ont senti, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Pourquoi est-ce qu'ils veulent Khutz Laaretz? Parce qu'ils ont senti qu'il y a une dimension au-delà de la dimension classique, normale, stérilisée comme ça d'Eretz. Et ça va nous permettre de comprendre les questions que j'ai posées au début. J'ai dit, comment tu peux dire que c'est un Mazal Tov, et en même temps tu vas dire, mais non, c'est une trahison. Le problème est le suivant. On imagine, chacun se projette dans une certaine idée du bonheur, la réussite, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, etc. On imagine, moi j'aimerais bien, je fais des études pour obtenir telle et telle chose grâce auquel, ou bien je vais me lancer dans tel et tel investissement parce que c'est ça qui va me... etc. Chacun projette des différentes... Je vais élever mes enfants de telle et telle façon parce que... etc. etc. On a tous comme ça des... On projette comme ça des idées sur une idée du bien.
Baruch Hashem, la vie nous trahit à longueur de temps. Qu'est-ce que ça veut dire la vie nous trahit? C'est-à-dire les choses ne sont jamais ce que nous on imaginerait qu'elles devraient être. Chacun dans sa vie découvre à l'occasion de choses qui sont sur le moment des accidents, des erreurs de parcours, des échecs, que ça lui ouvre des portes auxquelles il aurait été complètement fermé. On imaginerait que ça soit, que ça doit se passer comme ça, et bien ça veut dire que c'est comme si on a de projeter que la vie, elle est ce que moi j'imagine que la vie est, que le bonheur est ma définition du bonheur. Or on a tous l'expérience que heureusement qu'on a des échecs, heureusement qu'on se casse la figure, heureusement qu'il y a des choses qui sont douloureuses, parce qu'après coup, on se rend compte qu'il y a des portes qui ne sont pas pensables dans l'esprit humain, mais Hachem a des façons de procéder qui nous échappent. Hachem a une imagination infiniment plus large que la nôtre, et donc lui, la façon de le faire arriver, et va arriver par des choses qui sont très souvent malheureuses. Le bonheur, ça aurait été que Léa, elle arrive directement chez Yaakov. Oui, peut-être. C'était une trahison. C'est une trahison de la vie. Mais Baruch Hashem, ça a permis, comme on a dit ce matin avec le cours de Rav Lebel, d'introduire Rachel et Léa et les servantes et tout. L'histoire, elle est modifiée considérablement par le fait qu'elle ne se déroule pas d'une façon programmée. L'histoire programmée est une histoire triste. C'est une histoire très étriquée. C'est une histoire qui manque d'imagination, parce que bien que chacun, on a de l'imagination, mais une imagination en vérité très étriquée, très étroite. On ne va pas très loin, on ne voit pas grand, on ne voit pas, on n'imagine pas. Hachem, il imagine, mais pas nous. Donc, Léa, c'est la femme qui dans sa vie, une première fois, elle a dû passer par quelque chose d'horrible, de tromper Yaakov. Elle a dû tromper Yaakov, c'est une chose qui est terrible pour une sadéquette comme elle. Et puis ça a ouvert des portes. Cette tromperie de la vie, eh bien, ça, c'est ouvrir des nouvelles portes. L'histoire du clan, elle va être changée. À son tour, elle va voir la nécessité que l'histoire, elle ne se déroule pas comme tu crois. Tu aurais pu dire l'idéal, c'est quoi? C'est qu'on met un gosse au monde chaque année. On croit que c'est comme ça. Le bonheur, c'est ça. Tant qu'on a la force, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Et puis, va ta mode miledette. À un certain moment, il voit que ça... Ah, c'est pas comme ça. Une femme, c'est pas un truc comme ça. Elle pond pas des gosses. C'est pas une poule. Ouais. Elle n'a pas des gosses comme ça sur... Obligé comme ça, facile. C'est comme ça, c'est programmé. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais instruit par cette trahison de la vie, qui a été pour elle une trahison, cette histoire-là, c'est cette histoire de Rouven, elle-même participe à cela. Elle-même va chercher sa servante et dit, ben voilà, c'est simplement un message que l'accès direct aux choses semble, au moins momentanément, fermé. Je n'accède pas à une réalisation que j'aurais imaginé, que je vais encore avoir un gosse, encore un cinquième, encore un sixième. Moi j'imaginais que c'était comme ça. Mais moi je comprends, étant instruit par les leçons de la vie de Rouven, qu'en vérité, quand la vie elle te trahit, je dirais c'est Mazal Tov. Mais c'est ça le bonheur. C'est que les choses ne se déroulent pas de la façon dont nous on voudrait maîtriser. C'est vrai qu'on a un désir de maîtriser, on a un désir de dominer, on a un désir de comprendre et de donner du sens. Mais quand on s'aperçoit qu'on doit, je dis toujours, je dois beaucoup plus à mes ennemis qu'à mes amis. Les amis c'est très bien, mais ils vont dans mon sens. Les amis ils approuvent ce que j'ai fait. Les amis sont d'accord avec moi. Ils m'applaudissent. C'est des copains. C'est agréable. Mais les choses qui m'ont remise en question, les choses qui m'ont obligé à reformuler les choses autrement, à diriger ma vie autrement, à vivre ailleurs, ben, qu'est-ce qui m'a finalement ouvert les portes? C'est les échecs qui ouvrent la porte.
C'est les rejets qui ouvrent la porte. C'est là où le programme ne se déroule pas de la façon dont nous on prétend maîtriser le programme. C'est là où ça ne se déroule pas comme nous on prétend le maîtriser. C'est là-dessus que ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Donc, il ne faut pas lire que Léa lit qu'il y a un échec, c'est une trahison. Ce n'est pas du tout une trahison, c'est Mazal Tov, Baruch Hashem quelque part. Elle connaît ici un coup d'arrêt. Elle a un coup d'arrêt, qu'est-ce qu'on va découvrir? Sans le coup d'arrêt, elle aurait continué à faire sa vie, mais sa vie a son image à elle. La vie telle qu'on l'imagine. Vous savez, Eretz tel qu'on l'imagine. Le bonheur tel qu'on l'imagine. Le succès tel qu'on l'imagine. Tel qu'on l'aurait programmé. N'est-ce pas? Mais grâce à ce qu'elle a que cette expérience de ce qui est arrivé dans sa propre vie, qu'elle a vu que quelque chose qui a priori a été une chose qui était terrible pour elle, et que ça l'a transformé, ce qu'elle a senti sur elle, eh bien, ça lui donne une ouverture à son tour, elle maîtrise cette chose-là en appelant ça le bonheur. Donc il n'y a aucune question sur le Rashi, aucune question du début à la fin. Comment elle appelle ça le bonheur? Qu'est-ce que c'est? Non, pas le bonheur, là il appelle Gad, elle appelle ça le Mazal Tov, elle dit Mazal Tov, Baruch Hashem. Je ne l'aurais jamais cherché, on n'a pas une mission d'inventer du n'importe quoi. Mais si la vie nous met dans des situations qui sont compliquées, dans des conflits, dans des choses qu'on ne comprend pas, eh bien, si on est instruit un petit peu des expériences du passé, comme l'a été Léa, eh bien, cette histoire-là, ce gosse-là, mais ça va être une ouverture, un Mazal Tov, on va déborder beaucoup plus largement que ce que j'aurais pu imaginer a priori. Donc, en vérité, Mazal Tov et les tromperies de la vie, mais ça marche tout à fait dans le même sens. C'est ça justement le Mazal Tov. La deuxième question de dire, mais elle a trompé son mari. Mais oui, mais ne voit pas. Elle ne dit pas ça d'une façon négative. Elle n'est pas en train de pleurer. Oh mon triste sort que je suis obligé de donner ma servante. Elle est curieuse, elle dit qu'est-ce que ça va donner? Et c'est ça qu'elle-même participe à cela. À son tour, elle participe à ça parce qu'elle comprend bien que dans la vie, il faut arrêter d'avoir cette espèce d'illusion de maîtriser toutes les choses et de dicter au destin qu'est-ce que notre vie doit être faite. Et donc c'est pour ça qu'après, quand on a un enfant en plus, c'est Hacher. Ah, le bonheur, le bonheur. Mais c'était déjà le bonheur avec Gad, c'est déjà le bonheur. Baruch Machiv Gad. Béni soit celui qui élargit Gad. Gad, c'est l'élargissement. Alors maintenant, si vous comprenez cela, les Bnei Gad et Bnei Rouven, oui, cette histoire qui est passée par quelque part la trahison du programme, hein, le programme tel qu'on l'eût imaginé, le bonheur tel qu'on l'aurait conçu nous, en vérité, c'est la capacité de lire une histoire plus large que l'histoire qu'on aurait programmée a priori. Les Bnei Gad et les Bnei Rouven, c'est eux qui portent en eux, étant donné les enfants des trahisons et des surprises de la vie, étant donné que c'est de ça qu'ils proviennent, c'est eux qui ont cette capacité de lire une histoire, une extension qui est beaucoup plus large, de ne pas en lire une histoire qui serait limitée à l'histoire qui se trouve dans les bouquins. Vous comprenez le catéchisme, l'histoire, comme les choses devraient être. Kohanim, Ba'avodatam, Leviim, Beshiram ou Zimram, Israël à la je sais pas quoi, Binvm, et Israël, on imagine les choses comme ça, dans le temple de Jérusalem, avec les 3 fêtes de Pâques, on imagine une histoire comme ça. Qu'est-ce qui permet de faire de l'histoire juive une histoire qui est large, qui est ample? C'est cette richesse de la vie qu'on a découvert derrière les surprises, qui sont toujours très difficiles. On n'aime pas les surprises, mais derrière ces surprises de la vie, on a découvert en vérité des ouvertures absolument extraordinaires. Donc les ouvertures de Chutz La'aretz, eh bien c'est les ouvertures des Bnei Gad et Bnei Rouven. Et ceux qui sont connectés avec le fait que la Torah, qui est beaucoup plus large, c'est pas simplement un livre, qu'est-ce qui est bien, le bien et le mal, comment ça se possède, la Avoda, comment ça se passe. C'est un livre beaucoup plus large que simplement Eretz. Eh bien, c'est eux qui ont cette sensibilité. Ils se rendent compte que le personnage de Moshe, ce débordement du personnage de Moshe, eh bien, c'est à ça qu'ils sont sensibles. À ce que la Torah, elle est beaucoup plus vaste
qu'une Torah qu'a priori on l'aurait lu d'une certaine façon, mais qui est en vérité une Torah qui est étriquée. Alors maintenant, si on voit que les Bnei Gad et les Bnei Rouven, ils ont des problèmes de troupeaux, je dirais les troupeaux c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est les troupeaux? Vous voyez que la Torah en vérité, elle a un grand problème avec les troupeaux. Pas un grand problème. Elle lit très positivement les troupeaux. Ouais, Yaakov, quand il envoie Yosef, il dit Lechna et shlom achicha et shlom atzon. Enquille-toi de la santé de tes frères et des troupeaux. Dans le désert, ils étaient là. Il dit Vayash et Ida vet Beiram. On a nourri leurs animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les animaux, c'est aussi une extension de la personne. Qu'est-ce que je suis? Je peux dire, je suis limité à ma personne. Je suis limité à mon couple. Je suis limité à ma petite famille. Je suis limité à, oui, les contacts humains, la société. Mais les biens, c'est quelque chose qui... Ani Khashuv Komet. Je suis étriqué sans les biens. Je suis quelque part mort à une certaine dimension que j'ai et qui se réalise avec les kélim, avec les moyens. Alors maintenant que les gens qui ont ce challenge, ce défi, cette difficulté d'avoir affronté une dimension de la personne qui est large, va de pair avec ça, que c'est les gens qui se cassent la figure sur ce problème-là. Parce que dès que tu as conscience de l'importance des biens, eh bien le glissement, il peut être rapide, d'avoir tellement conscience que c'est mina shamaim, que tu as des moyens de réaliser les choses, que tu fais passer la charrue avant les bœufs, que tu commences à trop axer les choses, à vouloir remaîtriser les choses, et mettre de l'ordre d'après ce que toi tu imagines. C'est ça les problèmes qu'il y a chez les Bnei Gad ou Bnei Rouven. Mais les Bnei Gad et les Bnei Rouven, en vérité, c'est les gens qui ont, parce que ce sont les produits de la tromperie, et Gad, pas des tromperies, des chidushim, des nouveautés de la vie, parce que et Gad encore beaucoup plus que Rouven, c'est eux qui ont cette capacité d'extension du territoire, de lire une histoire qui est beaucoup plus riche que la seule histoire telle qu'elle est écrite dans les livres, ouais, telle qu'on l'aurait proposée a priori. Voilà.